Vous avez tous reçu normalement, que le règlement le prévoit, le compte rendu de la dernière séance de la conseil municipal. Je vous propose donc de l'approuver s'il n'y a pas d'observation. S'il y a des observations, n'hésitez pas, on peut les reprendre en cours de route, mais je pense qu'il est fait, il traduit fidèlement l'organisation du débat. Donc si vous en êtes d'accord, je vous propose de l'approuver. Je n'ai pas d'abstention, je vous en remercie. Je voudrais excuser donc Hervé Carval, notre collègue, comme vous le savez, je ne veux pas le répéter, mais il a connu un problème familial grave, donc il ne sera pas à mes côtés ce soir encore. Et le docteur Saudin, qui a donné le pouvoir, je crois, à Madame Héron Budin. Je pense que vous l'avez, Madame. Donc, j'en ai pas d'autres, apparemment. Le reste des conseillers sont présents. Donc, je vous propose de commencer notre conseil. Alors, il nous faut un secrétaire de séance. Je vais demander à Madame Levenier, adjointe, d'être secrétaire pour cette séance. Et puis, on va pouvoir commencer. Et je vais faire circuler mon feuille des présences, en commençant par le secrétaire adjoint. Alors, premier sujet à l'ordre du jour, la fusion administrative des écoles du centre-ville Caubry-Beaulieu. Pour celles et ceux qui n'étaient pas au départ au conseil et qui n'ont pas suivi, c'est un très ancien projet. L'idée de cette fusion est apparue il y a plusieurs années, mais nous avons souhaité, moi j'ai toujours refusé cette fusion tant que les représentants des parents d'élèves des écoles Caubry-Beaulieu et que la communauté scolaire, notamment les enseignants, n'étaient pas favorables à la fusion. Les choses ont évolué avec le temps en matière de démographie, de fermeture de classe, et bien évidemment, cette solution s'est pratiquement imposée. Et le directeur, M. Marie, a beaucoup travaillé, Philippe Marie, avec Mme Nativen, la directrice de Beaulieu, et ils sont arrivés à une conclusion. Nicolas Dubreuil, adjoint aux affaires scolaires, nous dira si jamais j'oublie des choses, à la conclusion suivante: il est bon maintenant de fusionner, puisque nous avons en plus, à l'horizon des années qui viennent, la construction, l'agrandissement, on pense, sur Beaulieu, et les études sont toujours en cours, pour faire une seule et même école. Et les directeurs, directrices et directeurs nous expliquaient l'intérêt de la chose, puisque le fait d'avoir dans un même espace l'ensemble des catégories scolaires permettra beaucoup plus de dialogue et une meilleure connaissance des familles des enfants, et notamment permettra une mutualisation non seulement des effectifs au niveau des enseignants et des personnels scolaires, mais également des moyens. Donc ils sont très favorables à cette fusion. Après avoir négocié avec le DAZEN, le directeur d'académie, j'ai obtenu aussi, avec Nicolas, il vous dira, j'ai obtenu de sa part quelque chose d'important, étant donné que nous progressons vers cette fusion, qu'il y a un très beau projet scolaire dans l'avenir, la classe qui devait fermer ne sera pas fermée. Donc voilà, c'est inutile de vous dire, ça ne s'est pas passé en 2 ou 3 minutes, mais nous avons eu des arguments, et puis le fait que l'école et les enseignants, les familles, les uns et les autres travaillent bien ensemble, a mené à ce résultat. Donc nous ne perdons pas de classe, la classe reste ouverte, et puis nous maintenons également, alors la division par 2, c'est les CP, c'est ça? Voilà, c'est les petites, voilà, le dédoublement, ce qui donne une qualité d'enseignement que tout le monde reconnaît. Et on avait failli le perdre. Donc on garde le dédoublement des CP, on ne ferme pas la classe, et on va faire une fusion. Alors, le DAZEN, le directeur d'académie, nous a demandé de délibérer dès ce soir, puisque après nous serons en délai. Si tu veux, Nicolas, tu veux ajouter des choses? Bah écoutez, monsieur le maire, vous avez tout dit. Non, ça, simplement, c'est un projet qualitatif maintenant qui anime cette fusion. Et ça permet aux équipes de la maternelle Beaulieu et des écoles Caubry-Beaulieu de travailler ensemble et de faire avancer avec les représentants de parents élus ce futur projet d'école de centre-ville. Donc voilà, c'est plutôt un acte qui pose un jalon supplémentaire pour une très belle dynamique des écoles en centre-ville. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Bonjour. Donc on est bien sur un sujet qui permet en fin de compte de regrouper la structure fonctionnelle avec un seul directeur pour aujourd'hui deux fonctions de directeur qui a priori, ce que j'ai compris, était porté par une personne. Toujours est-il, c'est qu'on est bien sur le projet de massification fonctionnelle par un seul directeur. Pour autant,
ce sujet et le futur nous permettra de débattre sur la partie logistique, la partie infrastructure de l'endroit où se fera l'école unique, ce que je comprends. C'est ça. Alors, vous voyez deux choses, hein, monsieur Arnaud. Il y a d'abord la fusion administrative et scolaire de la direction, qui ne devient pas deux directions avec une école maternelle avec sa directrice, une école primaire avec son directeur, ça devient une même institution regroupée. Et dans un second temps, il y a une étude en cours sur la faisabilité, sur le site de Beaulieu d'ailleurs, vous en avez pensé ailleurs, mais avec l'assentiment des familles, on a beaucoup travaillé, hein, c'est un dossier qui ne date pas d'hier, qui est très ancien, et les familles trouvent aussi que si on peut, et on est en train de vérifier avec les services l'ingénierie de la communauté de communes sur cet espace constructible, si on le peut, on a plus d'1 hectare à peu près à cet endroit-là, en plein centre-ville, si on le peut, bien sûr, on agrandirait sur Beaulieu, en respectant l'architecture, et après, ça sera alors l'objet du cabinet d'études de revenir vers nous et de nous proposer le dossier. Mais là, ce soir, c'est surtout sur la fusion de la direction administrative et de site. Donc très, très bien. Donc, vous voyez quelle échéance tout ce qui sera prévu en termes d'agrandissement en lieu? Je ne peux pas sincèrement répondre ce soir, M. Ambrose, parce que ce serait prétentieux de ma part. Ok. On va laisser peut-être le cabinet d'études, c'est tout l'objet du cabinet d'études, et ce que je vous proposerai, ça sera un peu la tradition, si vous le souhaitez, c'est de faire un peu comme dans toutes les communes de France, où les gens travaillent de façon, dans l'intérêt général, je veux dire. Il y a des débats qui vraiment méritent beaucoup de temps, ce sont des temps, et c'est tout l'objet des commissions qui sont très importantes, qu'on puisse vous présenter les dossiers en commission dans le détail. Mais vous verrez, c'est un très beau projet auquel, bien sûr, toute personne ici présente sera associée. Et si vous pouvez, au contraire, nous aider, nous apporter des arguments de progression sur ce dossier de suggestion, nous sommes très preneurs. Et bien évidemment, on va travailler de façon très étroite avec le représentant des enseignants, parce que je dis toujours, qui est mieux placé sur un dossier que ceux qui vivent le dossier au quotidien. Donc l'idée, c'est d'associer, comme on l'avait fait par ailleurs pour l'hôpital, les membres du personnel, les enseignants bien évidemment, et aussi, je pense que c'est important, que les enfants aient leur mot à dire sur cette future école, qui sera au maximum intégrée dans le cadre de la transition écologique. Alors, un mot pour conclure, notre volonté depuis toujours, et mon prédécesseur avant moi, a été de faire en sorte que les écoles ne quittent pas le centre-ville. Il y a eu des tentations, à certaines époques, de certains, de délocaliser, comme on l'a fait dans les années 70 et 80, avec toutes les conséquences que nous subissons aujourd'hui, et l'utilisation de la voiture de façon exacerbée, parce qu'on a tout délocalisé. On a tout sorti des centres-villes, on a tout mis à l'extérieur, les collèges, les lycées, les hôpitaux, les commerces, et on se rend compte finalement que les villes se vident de ce qui est l'essentiel, et je dis toujours, c'est leur âme. Et il n'y a rien de mieux, à mon avis, qu'une école dans le centre-ville. Et notre conseil, toutes les équipes précédentes ont toujours appuyé de façon forte cette politique de maintenir une école dans la ville. Une ville qui n'a plus d'école n'est plus tout à fait une ville. Et là, on a la chance d'avoir 2 gros groupes scolaires, un sur le plateau et un en centre-ville. Et l'idée, donc, dans le cadre d'ailleurs de cette fusion, c'est progressivement de renforcer cette école du centre-ville, avec aussi un programme de mobilité qui sera vu avec le cabinet d'études et la commission de circulation, puisque bien évidemment on installera les parkings à vélo, les prises électriques, tout est bien sûr à venir sur ce dossier, mais l'important c'est l'affichage de nous tous pour le maintien d'une école au cœur d'Honfleur. Honfleur a toujours eu des écoles, une école privée, des écoles publiques, il faut que ça continue. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, l'ensemble immobilier qui abrite aujourd'hui l'école privée, c'était l'une de nos volontés fortes. D'ailleurs, on a dû se battre contre certains pour proposer, plutôt que d'un hôtel et 3 galeries de peinture en rez-de-chaussée, de proposer de maintenir une école rurale. Entre nous, qu'elle soit privée ou pas, moi, ce qui m'importe, c'est d'entendre les rires des enfants, de voir que c'est vivant, et qu'il y a des familles encore qui vivent au cœur de Honfleur et qui mettent leurs enfants dans cette très belle école. Et là, nous aurons une école publique aussi de qualité qui correspondra à... Alors aussi, le projet, il va plus loin. Il y a le projet de cette école, bâtie en dur, mais il y a le projet, il y a l'esprit du projet. L'esprit du projet, et d'où l'importance d'être en centre-ville, c'est que cette école va être tournée directement vers les grands projets culturels que sont animés notamment par Caroline Tellin et son équipe, parce que demain, cette école sera à proximité de la lieutenance
de la résidence d'artistes, du centre d'interprétation du patrimoine maritime, du grand projet Labora, puisque je serai au département dans 2 jours, au vendredi, je crois, pour le projet Labora, où le président du département donnera un avis sur le sujet. Donc, vraiment, cette école aura tout pour réussir. Elle aura vraiment tout pour réussir. À nous, maintenant, tous ensemble, et de façon unie, de faire gagner ce dossier, ce beau projet. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au point suivant. Pas d'abstention, ni de vote contre, je vous en remercie. Les délégations, donc dans les délégations du maire, il y a aussi la possibilité qui est donnée au maire pour des raisons d'efficacité, de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé dans toutes les communes de France, de notre taille bien sûr, de 2 millions d'euros, mais c'est bien sûr avant voté au budget. Donc il n'y a rien, c'est une régularisation traditionnelle. Pas d'abstention, pas de vote contre, merci. Garantie d'emprunt, alors vous savez, lorsque nous faisons des logements sociaux, le bailleur social demande aux collectivités qui sont desservies par ces logements de garantir les emprunts. C'est ce que font le département, c'est ce que font maintenant certaines communautés de communes, et c'est ce que font les communes. En ce qui nous concerne, vous connaissez, ce sont des logements qui sont situés cours Albert Manuel, de très beaux logements qui sont attendus par les habitants depuis maintenant, pour certains, très longtemps. J'ajoute que vous imaginez le nombre de personnes qui souhaitent un logement sur Honfleur, puisque je crois que Marine Pestel me disait, on est à plus de 500 demandes. Bien sûr, dans ces 500 demandes, il y a des gens de la communauté de communes, il y a des gens du Havre, il y a des gens de Lisieux, mais il y a également une grande proportion d'habitants de Honfleur qui, en vieillissant, ou qui, parce que pour des problèmes familiaux, divorce, etc., séparation, ont besoin de logement. Et l'important pour nous, c'est de maintenir ces habitants. Et sans cette politique de logement social, j'allais dire dans le sens noble du terme, faite depuis maintenant 40 ans sur Honfleur, puisque Maurice Delange avant moi, Marcel Gabas avant moi avait commencé, je vous le dis très franchement, nous n'aurions pas 10 000 habitants aujourd'hui. Nous aurions certainement perdu plus de 2500, voire 3000 habitants. Donc ce sont les logements sociaux qui ont permis de maintenir des habitants et de maintenir par essence nos commerçants de proximité, puisque ces habitants sont des clients potentiels, et bien évidemment nos écoles. Donc sans logement social, mes amis, plus d'écoles et plus de commerçants de proximité. Donc là, ces 14 logements sociaux sont les bienvenus. Ils sont sur une entité qui au total, je crois, fait 46 logements. Et 14 logements sociaux sont prévus, puisque vous savez que la nomenclature prévoit qu'au-delà de 30 logements, le promoteur doit s'inscrire dans une politique de création de logements sociaux, ce qui est le cas. Et là, on a donc, Alcéal a souscrit un emprunt d'1 545 972 € auprès de la Banque des Territoires, Caisse des dépôts et consignations. Et donc, on vous propose, bien sûr, de garantir cet emprunt, puisque, quelque part, c'est la ville qui a demandé la construction de ces logements, et c'est elle qui en bénéficie. Je pense pas que là-dessus, il y a une question particulière, pas d'abstention, pas de vote contre, je vous en remercie. Au point suivant, alors ça, c'est le rapport du délégataire du service public en ce qui concerne le transport. Il n'est pas arrivé, donc si vous en êtes d'accord, mes amis, on attend un petit peu, on le met de côté, on continue dans une angoisse palpable. Donc là, nous avons reçu avec Philippe Alvarez plusieurs commerçants, restaurateurs notamment, mais un peu de toutes les catégories. Et l'idée a été de faire un geste important et de les entendre, puisqu'ils n'ont pas travaillé, ils créent des emplois. Donc, dans la proposition qui a été faite, c'est la suppression des droits de terrasse jusqu'au 30 juin, puisqu'on considère que janvier, février ne sont pas forcément des mois extraordinaires et que le confinement est arrivé de mémoire le 17 mars. Et du 17 mars jusqu'à il y a une semaine ou deux, ces commerçants n'ont pas travaillé. Donc je ne me vois pas leur demander sincèrement de payer des terrasses sur lesquelles ils n'ont pas travaillé. Et étant donné en plus la conjoncture économique, l'idée a été de dire on oublie les jours ouvrables décomptés en janvier, février, et également pour les jours à venir, avril, mai, juin. Donc là, on ne compte rien. Par contre, à partir du 1er juillet jusqu'à la fin de la saison, on avait même proposé d'étendre un peu la saison, mais là on est jusqu'au 30 septembre, on propose de défalquer 75% de la facture. Donc je crois qu'on peut difficilement mieux faire, et je pense aussi qu'il est pas bon que tout soit gratuit,
parce que la ville doit afficher aussi le fait qu'elle a perdu, et Mme Fleury dira si je me trompe, pas loin de 2 millions d'euros. Donc, on en est à l'inventaire des pertes. Voilà, on est pratiquement à 2 millions d'euros. La recette des terrasses est de 750 000 euros. Ben, vous défalquez 6 mois, il ne reste rien. Et sur les quelques mois restants, on fait un abattement de 75%. Je ne pense pas qu'on aura plus de 100 000 euros de recettes. Et ces 100 000 euros seront en plus certainement utilisés, comme on le fait toujours, embellir la ville, améliorer l'accueil et donner envie aux visiteurs de venir. Et donc, quelque part, c'est un retour sur investissement, c'est une petite somme. Voilà. C'est un gros geste. Et d'ailleurs, je voulais vous le dire, plusieurs restaurateurs nous remercient d'avance, si c'était voté. Je crois que l'adjointe au commerce peut le dire. Beaucoup sont très touchés de ce geste et se rendent compte de l'importance du geste. Et certains restaurateurs m'ont même dit, c'est aussi important que ce ne soit pas complètement gratuit, parce que de cette façon-là, c'est pas, on n'en dit pas, mais en plus, cette recette qui va être vraiment faible, de 750 000, je ne sais pas, M. Bonnet, qui va passer quoi, 120 000 autour de 100 000 euros. Là, au lieu de 750, on va recevoir 100 000 euros. Et l'idée, là, c'est d'injecter cette recette, notamment, dans le florissement, enfin, d'améliorer encore les choses, sachant que nous avons perdu 2 millions d'euros. Est-ce que vous avez... Oui, monsieur Andrew. Oui, donc, trois points. Le premier, ce sujet est un sujet important, compte tenu du fait que vous voyez que la part du tourisme sur les recettes potentielles de la commune sont un des éléments importants, et donc forcément les restaurateurs hôteliers contribuent à cet effort. Donc la proposition de réduire avec un abattement de 75%, c'est très bien. On aurait été plus ambitieux, c'est encore mieux. Compte tenu du fait que les 100 kilos, les 100 000 francs, euros, pardon, c'est peu d'argent. Donc moi, ce que je dis simplement, c'est que cette notion de relance, d'aider en fin de compte l'économie locale, s'inscrit dans une globalité. Et là, on voit quelques actions concrètes. Là, on parlait des restaurateurs. On a entendu aussi des mesures prises dans le cadre du tourisme, avec l'Office du tourisme. Mais on n'a pas de vision globale. Et je pense que pour l'habitant, pour ceux qui travaillent, avoir un affichage global de l'ensemble des aides ou des mesures prises par la municipalité, cela est important. Pourquoi je dis ça? Parce que je comprends que les restaurateurs, pour certains, sont contents de la mesure que vous avez prise. Par contre, on entend aussi, malheureusement, des restaurateurs qui ne sont pas contents, parce qu'ils pensaient avoir encore plus d'aide sur le sujet. Donc on voit bien que la notion de communication est importante vis-à-vis de donner cette information. Et hier à la commission finances, ce sujet est un sujet qu'on a débattu avec M. Arnaud en particulier, qui convergeait avec l'idée qu'il fallait encore mieux communiquer sur ces aides auprès de la collectivité, et qui permet en ce moment de récupérer des recettes supplémentaires par-dessus. Et pour finir, tout simplement, vous l'avez dit en introduction de la commission de finances, vous avez raison, on ne sait pas demain ou après-demain comment va se dérouler le post-Covid. Et donc la question, c'est peut-être que si malheureusement, pour des raisons XY, pour des raisons des confinements mal maîtrisés, qu'on ait une deuxième vague, c'est aussi d'anticiper cette risque de deuxième vague à la rentrée en proposant des mesures aussi concrètes pour aider la collectivité. J'ai bien expliqué à la commission des finances et je partage complètement l'idée qu'on ne sait pas où on va demain avec ce Covid. Merci beaucoup, M. Andrew. Je partage votre avis, c'est vrai qu'on pourrait davantage communiquer sur ce que la collectivité municipale, ou le comité de communes, d'ailleurs, ou l'État, ou la région fait. Et vous nous dites une chose qui est vraiment vérifiable, d'ailleurs. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, nombreuses, et les commerçants que je reçois, ou les chefs d'entreprise, sont un peu perdus entre les aides annoncées par l'État, le forfait de 1 200 1 500 euros par entreprise, le fait aussi que ceux qui n'étaient pas inscrits au registre du commerce, qui n'avaient pas de nomenclature il y a un an, ne peuvent pas en bénéficier, le département
qui vient il y a quelques jours de décider d'aider, mais comme nous n'avons plus au département la compétence économique, nous l'avons fait via l'action sociale, qui est la compétence du département du Calvados, et il y a un forfait de donner à tous les responsables d'entreprise. C'est un forfait avec un document à remplir sur Internet, mais ce que vous dites est vrai, nous on le sait, et les gens ne le savent pas. Puis il y a en plus les 140 000 € que la communauté de communes du Pays d'Honfleur a versé au Conseil régional de Normandie pour abonder au fonds d'aide aux entreprises en difficulté sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes d'Honfleur. Donc ça fait vraiment, c'est vrai, beaucoup d'éléments, beaucoup de strates. C'est un parcours difficile, un peu un labyrinthe pour celle ou celui qui a un problème. J'en ai rencontré. Et ils me disent, quand j'ai droit à ça, on dit que j'ai plus droit à ça. Et puis finalement, les forfaits sont pas forcément énormes. Hein. Voilà. Mais quand on met bout à bout, effectivement, ça peut aider. Par contre, de tous ces gestes qui ont été faits, et c'est pour cette raison, je crois que beaucoup de restaurateurs, même si c'est vrai que certains voudraient encore plus, mais beaucoup d'entre eux, vraiment, je vous assure, M. Ambros, et ceux qui étaient présents à mes côtés pour nous dire, beaucoup d'entre eux ont trouvé le geste de la ville très significatif. Je peux vous donner un ordre d'idée. Une terrasse, dans certains endroits bien placés, c'est pour le restaurateur un loyer entre 5, 7 et 10 000 €. À certains endroits, 5, 7 000 €. Nous l'avons abandonné à pratiquement 90%, puisqu'entre plus les 64%, il y a 6 mois de gratuité. Donc faire davantage, on peut toujours faire davantage, mais je pense aussi qu'à un moment donné, la collectivité, ne serait-ce que de façon symbolique, doit montrer qu'elle est en difficulté et qu'elle ne peut pas tout donner. Par contre, sur la communication, je vous rejoins, M. Ambros, et je demanderai à M. Larpy, notre adjoint à la communication, d'anticiper là-dessus pour qu'effectivement, à la rentrée, les entreprises aient une visibilité beaucoup plus simple des aides. Juste pardon. Tout simplement, et rajouter simplement, c'est que, attention, il faut qu'on anticipe éventuellement la mise en place. Alors, ça, c'est... Alors, merci. Un propos là-dessus, parce que c'est très important. Je suis 50%, comme tous les Normands, 50% optimiste et 50% pessimiste. Et je partage votre inquiétude. Je trouve que les gens agissent un peu, pour beaucoup, de façon inconsidérée, en faisant comme si tout était comme avant, ou comme si tout allait bien. Il y a aujourd'hui en France, en moyenne, 400 nouveaux cas de coronavirus. J'ajoute qu'on est un des pays, malheureusement, les moins testés. L'Allemagne, on teste beaucoup plus. On ne sait pas vraiment les chiffres, mais proportionnellement au nombre de nos habitants, on a beaucoup plus de cas que la Chine actuellement. Et on a vu l'Allemagne, qui vient pour un endroit de son territoire, reconfiné. Et je ne voudrais pas, de tout cœur, qu'il y ait un cluster sur la ville d'Honfleur, avec toutes les conséquences économiques que cela pourrait donner. En conférence, je vous l'ai dit pour certains, mercredi dernier, avec le préfet, en cellule de crise sur le déconfinement, le préfet nous a annoncé, c'était mercredi, 2 inquiétudes et 2 clusters. Un dans la région rouennaise, un dans la région havraise. Je vous rappelle que les habitants de Seine-Maritime sont très intéressés pour venir à Honfleur et qu'ils sont parmi les premiers destinataires. Nous les retrouvons souvent dans nos rues, etc. Donc, je pense que certaines animations, et je revendique la responsabilité et j'assume de ne pas avoir organisé au nom de la municipalité la fête de la musique cette année, notamment pour ces raisons. Et s'il y a eu des débordements un peu partout en France, on n'est pas isolé dans ce cadre-là, ça n'était pas, en tous les cas, en ce qui nous concerne, de notre fait, puisque les opérations musicales qui ont eu lieu ont été réalisées à caractère privé, et normalement, je l'ai prévu, c'était dans les établissements, mais pas sur la place publique. On a essayé de faire avec M. Hamel le maximum avec nos policiers, jusqu'à un instant de la journée, c'était bien aussi à un moment donné qu'ils rentrent chez eux, mais beaucoup de gens ont témoigné non seulement leur inquiétude, leur déception, voire leur colère, et puis des gens qui sont des soignants aussi, qui ont l'habitude de recevoir les gens qui souffrent et qui sont malades, étaient un peu scandalisés de l'attitude de certains. Et moi, ça m'inquiète, parce que si les gens ne sont pas capables de comprendre, pour un enfant, on peut le pardonner, mais des adultes que le corona fait encore aujourd'hui des victimes, c'est vraiment inquiétant pour notre pays, notre territoire. C'est pour cette raison que nous, avec Mme Thévenin, l'adjointe à la culture, avec les adjoints concernés, les
les équipes et les services, on a pris la décision cette année, comme vous le dites, M. Ambose, d'être plutôt dans les 50% d'inquiétude et de ne pas maintenir les expositions, manifestations qui créent des regroupements et donc qui créent le risque. Voilà, on essaie de faire ça. De l'autre côté, on a la pression de certains qui ne veulent rien savoir et qui pensent qu'il faut faire comme avant, des expos, des marchés, etc. Jusqu'au jour où on va finir par avoir un problème. Voilà. Mais effectivement, et les services, je leur demande, puisque vous venez de le dire, qu'on réfléchisse ensemble à la rentrée. Maintenant, nous, on ne pourra pas empêcher non plus, malheureusement, le Covid de se propager. Sur cette proposition pour nos restaurateurs, pas l'abstention, pas de votre compte, je vous en remercie. Une petite précision pour ceux qui ne sont pas restaurateurs, effectivement. On y a beaucoup pensé, parce que j'ai dit, bon, c'est facile pour nous. Il y a une terrasse, on ne fait pas payer. Le geste, il est là. Mais le restaurateur qui n'a pas de terrasse, la marchande de vêtements, la marchande de fleurs, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Donc avec Madame Soso, on a pris des dispositions pour organiser dès cet été, notamment, mais attention, de façon mesurée, parce que la quadrature Honfleur, c'est la cohabitation d'habitants à l'année avec de nombreux visiteurs. Et il faut que les deux choses puissent se faire. Qu'il y ait une sorte de tourisme responsable et d'habitants qui acceptent d'accueillir. Et pour ce faire, il faut respecter les habitants, ceux qui vivent ici à l'année. Respecter les habitants, c'est respecter leurs habitudes, leurs contraintes, leur quotidien. En la matière, beaucoup d'entre eux, pour plein de raisons, je ne vais pas les définir ce soir, elles seraient très longues, ont besoin de leur véhicule, ils vivent en ville, ils ont des enfants, ils sont âgés, ils sont handicapés, ils ont besoin de se mouvoir, de se déplacer. Une ville qui ne permet pas de faire cela n'existe plus. Elle devient un site touristique, mais elle n'est plus une ville. Elle perd son identité, son âme. Donc on a bien négocié avec M. Alvarez et M. Hamel et Mme Soso pour que les commerçants, et ils sont très contents, on va donc piétoniser certains secteurs de versants en regardant ensemble tranquillement comment ça se passe et en faisant le bilan. On a été étonné d'ailleurs dans certains quartiers de la demande inverse des commerçants. Et je les remercie, ils ont été clairs et sincères, ils m'ont dit, monsieur le maire, pas chez nous. Au contraire, la piétonisation, pour nous, c'est des pertes de chiffre d'affaires dans un moment particulièrement compliqué et difficile. Et nous sommes à l'écoute, on les a entendus. Donc on va faire des essais, notamment dans les versants, et on va essayer d'animer ces moments de piétonisation de la ville, en respectant les habitants. Et M. Alvarez a notamment demandé, avec M. Hamel, qu'il y ait des barrières amovibles pour que s'il y a un problème, un habitant qui doit quitter sa maison puisse le faire. Qu'on n'en revienne pas un jour à tout arrêter, comme je l'ai fait au Cachin, pour il y avait une animation qui était superbe, qui était la brocante de la rue Cachin, qui vraiment, c'était de qualité, de grande qualité. On l'a arrêté parce que c'était plus possible. Les habitants ne pouvaient plus sortir de chez eux. Et je me rappelle, paix à son âme, du vivant, du docteur du jardin, qui a eu un grave problème. Sa femme avait un malaise, mais vraiment grave, il n'avait pas pu la transporter à l'hôpital. Là, j'ai dit stop. Donc, il faut que cette cohabitation existe. On est tous dans la même barque, habitants, touristes, et les touristes, d'ailleurs, aiment cette authenticité qui est due au fait que la ville est habitée. On a tous intérêt, les commerçants en tête, à conserver les habitants dans le centre. Bien, excusez-moi, mais c'était important, puis je pourrais simplement rajouter, mais de façon très claire, que vous avez complètement raison sur l'idée de penser qu'il faut un équilibre certain entre la circulation au centre-ville avec la problématique des habitants et des touristes. Et quelque part, permettez-moi de penser que quand on va sur le terrain et quand on va à Place Sainte-Catherine et quand on va le dimanche soir et que la Place Sainte-Catherine, il y a plein de voitures qui sont plutôt des voitures qui vont à l'hôtel, c'est pas forcément là où on a un équilibre qui est forcément. Donc je pense qu'il y a tout un travail à faire de réflexion sur la circulation au centre-ville, mais vu d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'efforts à faire, je pense, et peut-être que, comme vous dites, ce travail collectif de trouver des bonnes idées, il faut le faire et donc il faut le mener. Merci. Donc, moi, j'accueille le représentant de Keolis sur le fameux rapport annuel. Alors, il n'y a pas, je pense, pas de vote sur le rapport, mais c'est une explication un peu de tout ce que vous avez fait dans l'année qui s'est écoulée. Donc, on a l'habitude de travailler ensemble et je vous laisse la parole pour présenter un petit peu ce rapport. Merci, monsieur le maire. Je vais passer la parole à Stéphane Kuhlmann, qui est donc directeur du Centre national Pays d'Auge.
Je voulais simplement faire un petit point, parce que vous avez parlé du Covid, sur les transports en commun, peut-être dans cette situation que nous avons vécue, où nous avons dû adapter les transports en commun